Une histoire de bonne fortune qui tourne en cauchemar. L'opération Zéro Sachet Plastique a fait des malheureux. Associations féminines et autres collecteurs croulent sous leur tas de sachets empilés depuis 2 ans et appellent au secours. Et le bac 2016 menacé par une grève illimitée des enseignants du supérieur annoncée pour le 16 juin prochain. Cette grève pourrait-elle compromettre le déroulement du baccalauréat? La réponse nous sera donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Filiga Michel Savadogo, qui est l'invité de ce Midi Magazine. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au Midi Magazine de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, de l'insurrection aux élections municipales, bilan, défi pour l'avenir, c'est le thème d'un panel animé hier par le Balai citoyen et 6 autres organisations de la société civile en collaboration avec le Centre de gouvernance démocratique Général Timoko Garango. Ce fut un moment d'échange sur la contribution des OSC à la consolidation des acquis de l'insurrection populaire. Mokta Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. De l'insurrection aux élections municipales, bilan et défi pour l'avenir, le Balai citoyen et 6 autres organisations de la société civile, en collaboration avec le CGD, échangent sur la vie de la nation de ces 2 dernières années. En organisant ce panel, dans ce mois béni de Ramadan, notre objectif est d'inviter tous les acteurs de notre vie publique à garder à l'esprit ce qui a amené notre peuple à se soulever en octobre 2014. Le professeur Joseph Kizerbo disait que la liberté et la justice sont indissolublement liées. Ce sont des fervents indissociables pour asseoir une société stable et prospère. Il disait aussi que chaque génération a une pyramide à construire. Autour de la table, Étienne Traoré, Abdul Karim Saïdou et David Mouyenga, en modérateur Thomas Ouedraogo. Chaque panéliste relève les acquis de l'insurrection, décortique les actions des nouvelles autorités avant de se pencher sur l'avenir. On peut se poser la question sur la capacité des États africains aujourd'hui à impulser une dynamique de développement. Est-ce que l'État africain a la capacité de développement? Pour moi, ce n'est pas une question de MPP ou de CDP ou de l'UPC. C'est plus sérieux que ça. C'est une question qui est liée à notre positionnement international. Nos États aujourd'hui sont des États, carrément des États mendiants. Vous voyez, le premier réflexe d'un chef d'État, surtout africain, quand il est élu, c'est d'aller à Paris, aller rassurer les uns et les autres. Pour ces organisations de la société civile, les actes des nouvelles autorités ne sont pas rassurantes, notamment pour ce qui concerne la justice, la sécurité et la nouvelle constitution en perspective. Pour elles, il ne faut surtout pas baisser les bras, car de nombreuses batailles se profilent à l'horizon. Ils ont rêvé de bonne fortune en se lançant dans l'opération Zéro Sachet Plastique et ils attendent toujours. L'opération qui avait pour but principal d'assainir l'environnement et le cadre de vie était une aubaine pour les associations féminines et autres collecteurs de ces sachets qui devaient se faire de l'argent avec la vente du produit de leur collecte. Mais 2 ans après, c'est la désillusion totale. Les acteurs de la collecte sont toujours dans l'attente de leurs sous. Les démarches entamées dans ce sens sont restées lettres mortes et c'est un cri de cœur qu'ils adressent aux autorités. Urbain Benito Somé et Bouma Ernest Nebié. Des montagnes de déchets plastiques sont collectées et déposées ici à Tanguin et à Sava. Elles sont l'œuvre de ces femmes qui disent être dans l'attente de leur acheteur, le ministère de l'Environnement. Une attente qui dure bientôt 2 ans. Selon elles, le ministère de l'Environnement leur avait promis d'acheter ces déchets plastiques collectés à raison de 125 francs le kilogramme en vue de leur destruction dans le cadre de l'assainissement et de la protection de l'environnement. Mais depuis lors, elles disent n'avoir perçu aucun franc du ministère et c'est la galère. Il y a 2 ans, le ministère de l'Environnement nous a dit de ramasser ces déchets plastiques, chose que nous avons fait. Nos mains se sont déchirées. Nous avons contracté beaucoup de maladies dans l'opération. Ils sont venus peser et jusqu'à présent, même 5 francs ils ne nous ont pas donné. Qu'ils aient pitié de nous.
Des déchets plastiques qu'elles ont pourtant collectés avec beaucoup de difficultés, affirme-t-elle. Nous avons dépensé pour collecter ces déchets plastiques. Nous avons même emprunté de l'argent pour le faire. Actuellement, nous n'avons plus rien à manger. L'opération de collecte est coordonnée par des associations féminines et autres acteurs de collecte. Ils disent avoir entamé plusieurs démarches auprès du ministère de l'Environnement, un acheteur qui n'a pas de réaction satisfaisante, disent-ils. Jusqu'à présent, ils nous ont assuré que le projet est en bonne voie, mais comme on a dit un proverbe aussi qui dit que si on tient longtemps un os, le chien commence vraiment à s'en douter. Ces femmes disent ne plus savoir à quel saint se vouer. Elles affirment avoir maintenant le regard tourné vers les plus hautes autorités de l'État afin qu'elles puissent les aider à se soustraire de cette galère qui n'a fait que trop durer. Les meilleurs plans d'affaires 2016 désormais connus, la maison de l'entreprise et ses partenaires vont débourser 179 millions de francs CFA pour financer 48 projets qui vont en principe créer 6 000 emplois. Et la 11e nuit du mérite des journées de l'entrepreneuriat burkinabé, c'était donc le vendredi 10 juin dernier à Ouagadougou. Nongba Kouda Zalissa Sanfoyi était. Marcel Sanou est étudiant en année de licence. Mais désormais, président fondateur de l'entreprise Fasozigen, son projet de vente d'attiqués a retenu l'attention du jury de la compétition des plans d'affaires 2016 et il sera financé à 5 millions de francs CFA. Dans quelques mois, dans toutes les grandes écoles, universités, à partir de 12h, 10h et 12h, vous allez avoir, les étudiants auront à leur disposition de l'attiqué chaud, bien fait et de bonne qualité. Comme le projet de Fasozigen, ce sont 47 autres projets jugés viables qui vont être financés par la maison de l'entreprise et ses partenaires. Le tout d'une valeur de 179 millions de francs CFA. Et au département en charge de ces questions, on salue l'esprit d'entrepreneuriat. Ça va permettre aussi de booster l'économie dans la mesure où c'est des créations d'entreprises qui sont donc en train de se faire comme ça et en même temps donc des recrutements de personnel et environ 6 000, ce qui est donc intéressant pour notre économie. Plus de 2000 projets ont été soumis aux différents jurys. Même si certains comportent des imperfections, d'autres méritent d'être financés. Et Stéphane Sanou d'appeler les détenteurs des capitaux à jeter un coup d'œil sur ces dossiers. Et nous allons à Tenkodogo à présent pour une sensibilisation sur le refus de la corruption. C'est l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui mène la sensibilisation auprès du monde éducatif. Élèves, parents et éducateurs ont eu donc droit à une projection de films et à une présentation de l'ASE, ainsi que de quelques points sur la loi portant répression et prévention de la corruption au Burkina Faso. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Tolérer la corruption, c'est ruiner l'avenir. Telle est l'une des convictions de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASCE-LC. Les premiers responsables de l'institution estiment que la corruption affecte profondément les plus pauvres, mais n'épargne pas non plus les plus riches. D'où l'invite à cultiver le refus de la corruption. Il faut investir dans les jeunes pour que, dès la base, ils aient cette soif de l'intégrité, cette soif du respect du bien public. En second lieu, il y a la répression. Pour qu'il y ait la culture du refus de la corruption, il faut qu'il y ait des sanctions, et des sanctions sévères, pour que les uns et les autres voient que l'investissement de la corruption est risqué et très risqué. Pour étayer ces exemples, un film intitulé « On ne mange pas les merci » a été projeté. Le public a également eu droit à une présentation de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. La suite, nous on va tenter de relayer l'information et si possible, on va encore demander à l'ASE de venir une prochaine fois pour une projection, mais cette fois-ci pour les élèves.
et à l'ASCE-LC d'appeler les populations à la dénonciation pour faire de la lutte contre la corruption l'affaire de tous. Et un peu plus loin dans l'enseignement supérieur, c'est la grogne au sein des enseignants qui lancent un mot d'ordre de grève illimité pour la semaine prochaine, à partir du 16 juin précisément. Quand on sait que c'est l'université qui a toujours organisé le bac au Burkina, on a un peu peur pour le baccalauréat donc, qui est prévu commencer le 21 juin. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est notre invité pour répondre à toutes ces questions. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame Duagneau. Alors, Monsieur le ministre, c'est donc finalement une fin d'année scolaire marquée par un climat social tendu entre le corps enseignant et les autorités en charge de l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le problème? Alors, quel est le problème? En fin mars dernier, nous avons reçu une plateforme déposée par l'un des syndicats de l'enseignement supérieur, en l'occurrence le SINADEC. Et dès le 5 avril, nous avons reçu le syndicat au cabinet. Et nous leur avons dit que nous prenons leur plateforme avec tout le sérieux nécessaire, mais qu'il fallait que nous recevions des instructions du gouvernement avant d'entamer les négociations. Par la suite, deux autres syndicats, la FSINTER et le SNES, ont également déposé des plateformes revendicatives. Et nous avons vu qu'il était plus rationnel de joindre ces trois plateformes-là pour mener avec les trois syndicats une négociation unique. Et c'est ainsi que le 16 mai, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a reçu les trois syndicats et cette rencontre a donné l'occasion d'échanges nourris dans un climat empreint de respect et de convivialité. Et les syndicats étaient très nombreux, la partie gouvernementale également était en nombre respectable. Et cette rencontre a permis d'ébaucher une évaluation sommaire de l'incidence financière des revendications. À la fin de la réunion, on a mis en place deux commissions pour commencer les négociations. Une première commission qui devait et qui s'est effectivement occupé de la question de la grille salariale et indemnitaire. En fait, les indemnités, c'est l'indemnité de logement, l'indemnité d'astreinte, l'indemnité de technicité, ainsi que le baccalauréat. La deuxième commission a eu à s'occuper de la revalorisation des fonctions d'assistants et d'enseignants à temps plein, qu'on appelle couramment les ETP, et la revalorisation des fonctions académiques. Fonctions académiques entendues au sens large, dans la mesure où il s'agit de tous ceux qui interviennent sur le plan administratif, comme les responsables de laboratoire, les présidents et vice-présidents d'université, les directeurs et directeurs adjoints du FR. Et nous avons pu, dans les jours suivants, commencer les négociations dans un climat serein au sein des deux commissions. Et nous avons eu plusieurs rencontres, vraiment beaucoup de rencontres depuis le 16 mai. Et la dernière rencontre s'est tenue le vendredi 10 juin à partir de 9h. Ce que je peux faire comme remarque sur ces négociations, c'est donc que le gouvernement a pris au sérieux ces revendications émanant de partenaires de premier plan que sont les enseignants, et il a à plusieurs reprises relevé ses propositions de manière à obtenir l'accord avec les syndicats. Et on a aussi profité de l'occasion, parce que c'est une préoccupation, pour demander aux enseignants de contribuer à la bonne marche de nos universités et tout particulièrement à la résorption assez rapide des retards accumulés au sein de nos universités. Je dois signaler aussi que les syndicats ont fait quand même des efforts aussi pour, disons, rabaisser leurs prétentions. Et donc on n'est pas très loin de se rencontrer, si on peut le dire comme ça. Alors malgré toutes ces démarches et toutes ces négociations en cours, il y a le mot d'ordre de grève qui sera lancé à partir du 16 juin. Qu'est-ce que les grévistes revendiquent exactement?
Alors, les grévistes, les syndicats, alors je signale d'abord que c'est l'un des 3 syndicats qui a lancé le mot d'ordre de grève, c'est le SYNADEC. Les 2 autres n'ont pas lancé de mot d'ordre de grève et l'on peut espérer donc que ces syndicats vont participer à l'organisation du baccalauréat. Et ce que donc je peux dire, c'est que l'insatisfaction de ce syndicat porte sur les différents points de la plateforme, et même si nous avons fait des efforts de part et d'autre, certainement que ce n'est pas arrivé, comme on dit, dans le langage courant. Mais pour nous, ce que nous voulons quand même signaler, ce sont les efforts faits par le gouvernement, ce sont les moyens limités du pays, ce sont les priorités nombreuses dont un gouvernement doit s'occuper, et il est important que les partenaires qui sont également responsables prennent en compte ces efforts faits là pour qu'on parvienne à un accord. Je signale qu'au cours de la dernière réunion, nous avons signalé qu'au regard des efforts faits, le gouvernement est disponible à tout moment pour signer un accord sur la base de ces dernières propositions. Alors quand on sait, Monsieur le ministre, finalement que le bac a toujours été organisé par l'université de Ouagadougou, est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire si d'aventure ce mot d'ordre de grève qui sera lancé par ce syndicat-là venait à tenir debout? Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire pour le bac? Voilà. Nous espérons en tout cas pouvoir éviter le pire. Alors d'abord en appelant le syndicat qui a appelé à la grève à renoncer à son mot d'ordre dans l'intérêt de la jeunesse du Burkina Faso, je signale que le bac de l'université de Ouagadougou, qui s'appelle maintenant Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a commencé en 1974. Et depuis 1974, le bac a été tenu à la date indiquée et s'est toujours passé dans de bonnes conditions. Donc nous espérons qu'il en sera de même pour le bac de l'année 2016. Et nous prenons toutes les dispositions dans ce sens. Okay. Nous appelons aussi les autres enseignants syndiqués et non syndiqués à s'investir comme d'habitude dans l'organisation du baccalauréat. Je signale qu'en réalité, les universitaires interviennent, mais c'est une partie des intervenants, parce qu'il y a 25 000 personnes qui interviennent dans l'organisation du baccalauréat. Les présidents, les secrétaires de jury, les correcteurs qui sont, eux, du secondaire, les surveillants de salle, les chefs de centre, les directeurs régionaux, la sécurité. Et tout ce beau monde-là doit s'investir et nous avons bon espoir que le bac 2016 sera un grand succès. Sinon, est-ce qu'il y a un plan B? Le plan B, c'est la mobilisation de toutes les bonnes volontés. Le plan B, c'est la réquisition qui est une obligation pour tout fonctionnaire de répondre en cas de nécessité vitale. Et c'est aussi l'appel aux enseignants administratifs. Depuis plusieurs jours déjà, les présidents d'université et les vice-présidents sont mobilisés et nous pensons véritablement que le bac va se dérouler dans de bonnes conditions. Le gouvernement est prêt à trouver les moyens nécessaires, et notamment les véhicules et autres qui pourraient être nécessaires pour trouver des solutions de remplacement. Ok. Alors, Monsieur le ministre, un dernier mot maintenant sur la situation académique dans les universités. Les années académiques sont pas mal perturbées. Quel est le sort qui sera réservé aux futurs nouveaux bacheliers quand on sait que le nombre a quand même augmenté? On est à plus de 71 000 candidats cette année. Est-ce que ces nombreux jeunes qui vont avoir le bac, quel sera leur sort? Ils vont aller retrouver d'autres jeunes bacheliers qui ne savent pas à quel sens se vouer? Oui. Voilà. Alors, il faut dire que les effectifs au Burkina, que ce soit le primaire, le secondaire et le supérieur, s'accroissent dans des proportions assez difficiles à gérer, même si, par un État en voie de développement. Et même si c'était un État développé, c'est sûr que ce n'est pas facile. Ce que nous pouvons dire simplement, c'est que
avec une bonne organisation, avec l'implication et la mobilisation de tous les enseignants, ainsi que la bonne volonté des étudiants qui sont les bénéficiaires de la formation, nous pouvons rattraper ces retards-là et nous pouvons aussi donc permettre que d'ici une année, l'année universitaire puisse commencer en octobre, comme cela est souhaitable. Nous avons aussi la contribution des établissements privés d'enseignement supérieur qui absorbent maintenant près de 20% des effectifs. Il faudra peut-être que leur part s'accroisse. Disons que c'est une mobilisation de l'ensemble de la société qui est nécessaire pour sortir de ce mauvais pas. Merci, Monsieur le ministre. Un dernier mot peut-être pour assurer les parents d'élèves, les élèves sur la tenue du bac 2016. Oui. Alors le dernier mot, c'est pour dire aux candidats de continuer de se préparer, évidemment d'éviter de se surmener, de venir en forme, d'éviter aussi la tentation de la fraude, parce que, comme cela s'est remarqué là, au cours des années précédentes, les tentatives de fraude ont toujours été détectées et réprimées. Pour ce qui concerne l'administration, toutes les dispositions sont prises ou en voie d'être prises pour que le bac ait lieu et soit une réussite totale. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau de ce midi magazine le professeur Filiga Michel Savadogo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est venu nous parler de ce mot d'ordre de grève qui devrait être lancé le 16 juin prochain, qui peut-être va un peu perturber le déroulement du bac, mais on est rassuré que, par le ministre que tout va bien se passer. Alors, vous restez avec nous pour la suite de ce journal. La journée internationale de l'infirmière a été célébrée en différé au Burkina Faso ce 11 juin à Ouéguia sous l'appellation de la semaine de l'infirmière. Discours d'encouragement, mais aussi rappel pour le respect des valeurs qui définissent la profession de l'infirmière ont émaillé la cérémonie qui a servi de cadre pour cette commémoration. Irénée Kabouré Moussaki pour les précisions. Infirmiers et infirmières sont à Ouéguia pour commémorer la journée internationale de l'infirmière en différé. Cette année, l'Ordre national des infirmiers a décidé de rendre hommage à cette catégorie de personnel soignant à travers la cérémonie Une semaine de l'infirmière. Ce moment a été un cadre d'échange, de formation, d'examen des capacités et insuffisances de l'ordre, mais aussi le lieu pour rappeler les valeurs qui régissent la profession. La profession infirmière prône un certain nombre de valeurs qui sont liées tout simplement aux valeurs même de la société. Il y a l'aspect intégrité, l'aspect confiance, l'aspect honnêteté, l'aspect disponibilité. Ça, ce sont des valeurs de base et surtout l'aspect compétence. Selon les aspects de la santé, l'infirmier ou l'infirmière est la personne qui abat les 70% du travail dans les hôpitaux. Un travail qu'elle doit accomplir dans les règles de l'art pour opérer un changement positif chez les patients, d'où le thème de cette journée, les infirmières, une force pour le changement, pour des systèmes de santé plus résilients. Les infirmiers et infirmières constituent une force qui peut entraîner une révolution de notre système sanitaire. C'est ce à quoi notre gouvernement travaille en essayant de mettre l'accent sur la formation des personnels de santé. La journée internationale de l'infirmière est célébrée chaque 12 mai en mémoire des actes nobles accomplis par une infirmière britannique du nom de Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. Fini la guerre entre taximens, ils veulent désormais concentrer leurs efforts à défendre les intérêts de la profession et des membres de leur association. Un pacte de non-agression a été signé à Ouagadougou entre les 4 syndicats de taximens et à la police donc d'apprécier cette démarche qui devrait sécuriser davantage les usagers. Des précisions avec Mokta Ouedraogo et Zalissa Samfo. Par ces actes, les différents syndicats des taximens mettent fin à leurs querelles intestines. Il n'y aura pas de syndicat unique de taximens, mais désormais, ils parleront de la même voix quand il s'agit de défendre les intérêts de leurs membres. C'est fini, c'est terminé. Nous sommes des frères, il n'y a pas de problème. C'est Satan qui a fait, nous sommes fait des bagarres. Aujourd'hui, on s'est unis.
C'est tout le monde qui gagne. Parce que quand elle entend, nous allons partir en groupe pour échanger et discuter et aider quand même à celui-là qu'on doit les aider. Cette union facilite beaucoup plus nos différentes actions dans le cadre de la sécurisation et de la sécurité publique dans la ville de Ouagadougou. Et pour matérialiser cette fédération, les 4 syndicats ont ensemble élaboré un cahier de charges pour rappeler leurs membres à l'ordre. Tout chauffeur de taxi qui ferait l'objet d'embouteillages, non-respect des feux tricolores, non-respect des panneaux de signalisation, etc., sera une fois appelé au bureau du syndicat pour être sensibilisé. Une seconde fois, il aurait une sanction syndicale. Et une troisième fois, il serait transmis aux autorités compétentes. Faut-il baisser, oui ou non, le prix de la course du taxi? Vu la baisse du prix du carburant, les syndicats fédérés vont mettre la question sur la table pour revenir avec une réponse au prochain congrès. En sport, dernière séance d'entraînement pour les étalons juniors à Brazzaville pour peaufiner la stratégie en vue d'obtenir la victoire cet après-midi contre le Congo. Un match qui se joue dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Konsoun Koulibaly et Bangba David Kafando. Les étalons juniors ont foulé la pelouse synthétique du stade Massamba Déba de Brazzaville à l'occasion de la dernière séance d'entraînement. Une ultime séance d'entraînement basée sur la finition. Il s'agit surtout d'améliorer la précision et la justesse devant les buts. Le sélectionneur des étalons juniors Moussa Sanogo Falcao a aussi saisi l'occasion pour peaufiner sa tactique offensive à travers la mise en place de plusieurs séquences d'attaque. En rappel, les étalons juniors ont été tenus en échec à domicile sur le score d'un but partout au match aller face au Diable Rouge. Il faudra donc absolument marquer au cours de ce match retour face à la formation congolaise. La dernière séance d'entraînement des étalons juniors a duré 1 heure d'horloge et s'est achevée par une séance de tir au but. Le staff technique ne déplore aucun blessé au sein de l'effectif. Diable Rouge versus étalons juniors, c'est ce dimanche après-midi au stade Massamba Déba de Brazzaville. À l'étranger, l'Euro 2016 qui déraille à Marseille et amène l'UEFA à condamner fermement ces violences. C'est la 3e nuit d'échauffourée sur le Vieux-Port entre supporters étrangers et des jeunes des quartiers de la ville. La police a dû intervenir et un jeune Anglais serait entre la vie et la mort. Dans le stade Vélodrome, des altercations sont intervenues à la fin du match Angleterre-Russie. C'est un vent de panique donc qui souffle sur la fête du football européen en France avec la situation à Marseille. 3e nuit de violence à Marseille en marge de l'Euro 2016 après les échauffourées de samedi. De nouveaux incidents ont éclaté sur le Vieux-Port dans la nuit de samedi à dimanche. Les CRS ont dû intervenir à plusieurs reprises et tirer des gaz lacrymogènes. Le bilan de la journée de samedi reste lourd. Un supporter anglais est entre la vie et la mort et 3 autres personnes sont grièvement blessées. On dénombre 35 autres blessés tandis que 6 personnes ont été interpellées. Tout aussi inquiétant, à l'intérieur du stade Vélodrome, des violences ont eu lieu à la fin du match Angleterre-Russie. Des supporters se sont battus, suivis par un dangereux mouvement de foule. L'UEFA, qui gère l'Euro 2016, a fermement condamné ces actes de violence. Côté policier, on affirme qu'il n'y a pas eu d'échec dans le dispositif de sécurité et que les forces de l'ordre sont intervenues rapidement. Après ces scènes de violence inouïes en plein cœur de Marseille, un spectacle affligeant qui a fait le tour du monde, les journaux français et anglais ont exprimé leur honte. Pour l'équipe, l'Euro est déjà gagné par la peur. C'est le retour aux années noires du hooliganisme, a titré ce dimanche le supplément sport du Mail on Sunday. Voilà, retour au Burkina Faso pour refermer ce journal par une note triste. La sœur Marie-Pierre, directrice et fondatrice du collège Sainte-Thérèse de Banfora, décédée le 22 mai dernier à Guinée, repose désormais en paix au cimetière Abel Sano de Bobo-Dioulasso. Amis fidèles et connaissances sont venus de la France et de la Guinée pour lui rendre un dernier hommage. Kadouro Menki. C'est par cette procession que les fidèles chrétiens ont débuté l'hommage rendu à la sœur Marie-Pierre, de son vrai nom Yvonne Bonnard.
Venus de la France, de la Guinée, du Mali et des 4 coins du Burkina, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme du disparu. Chants, prières et témoignages ont été les temps forts de cette célébration eucharistique. De la défunte, on retiendra une servante de Dieu, une servante du pauvre, une servante de la femme et de l'enfant. C'était ma mère. Elle s'est substituée à ma mère. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions toutes petites. Donc, il y a des choses qu'on ne savait pas de la vie. Et c'est elle qui nous a formés à la vie. Ma mère, elle est partie et je pleure dans mon cœur parce qu'elle est irremplaçable. Elle a vraiment marqué les jeunes filles. Comme vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus des jeunes filles, c'est des grands-mères qui sont là, mais qui ont été marquées par l'éducation qu'elle leur a donnée. Décédée le 22 mai dernier à Samoué, en Guinée forestière, à 78 ans, la sœur Marie-Pierre a consacré les 60 années de sa vie à la religion. C'est ici, au cimetière Abel Sanou de Bobo-Dioulasso, qu'elle repose désormais. Comme réalisation, elle est fondatrice du collège Sainte-Thérèse de Banfora et elle aurait également contribué à la formation de plus de 2000 filles. Voilà qui met fin à l'actualité dans le Midi Magazine de ce dimanche. Toute l'équipe du 13h15 se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée dominicale et une très bonne reprise de travail pour demain.